Et c'est la suite du grand soir week-end. Les Français, plus généralement les automobilistes ou les motards, commencent-ils franchement à en avoir marre des interdictions en tout genre? Alors bientôt, ça va être le 80 km/h sur le réseau secondaire, mais aussi la hausse des PV de stationnement, la hausse des prix du carburant, l'interdiction du diesel, voire l'état des routes qui aurait plutôt tendance à se dégrader en ce moment. On en parle, Julie, avec nos invités. Nos invités, qui sont Jean-Marc Bellotti de la Fédération française des motards en colère. Vous êtes à l'origine de cette mobilisation aujourd'hui. Ghislain Fourisco, avocat spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route, et Jean-Baptiste Djebari, député La République En Marche de Haute-Vienne, membre de la commission de l'aménagement du territoire et spécialiste des transports. Alors on va revenir sur cette mobilisation un peu partout en France contre cette limitation à 80 km/h avec ce sujet de Mathilde Guénégan. Opération escargot et blocage sur le périphérique parisien. Des motards rapidement délogés par les forces de l'ordre. Ils étaient plusieurs milliers partout en France à manifester contre la nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h. On a ras-le-bol. Les radars, les limitations de vitesse, le prix des carburants. Et j'en passe et des meilleurs, il y en a marre, on nous prend pour des vaches à lait. La limitation sera effective au 1er juillet. Objectif pour le gouvernement, sauver entre 350 et 400 vies par an. Des chiffres que contestent les associations de motards qui dénoncent une politique uniquement répressive. On n'arrive pas à descendre en dessous des 3500 morts par an. Il faut donc que ces gens-là se disent que leur politique, elle est arrivée au bout, qu'elle n'est plus adaptée. Passons à autre chose, soyons plus créatifs. Des motards en colère qui demandent plus de sensibilisation sur les comportements à risque, conduite en état d'ébriété, usage de téléphone au volant. Et dernière revendication, que l'exécutif investisse et remette les routes en état pour assurer la sécurité de tous. Jean-Marc Bellotti, on vient de voir dans le sujet. Vous avez bloqué le périph' combien de temps là aujourd'hui? Un peu plus de 2 heures. Voilà, à et Paris. Après, ça a été Paris. Ouais. Plus généralement, pourquoi pas le 80? Qu'est-ce que vous dites que ça ne sert pas à grand-chose? Alors, déjà, le 80, on va dire que c'est un élément de l'ensemble mauvaise gestion de la sécurité routière. Voilà, c'est là où nous on bloque, c'est par rapport à cette gestion de sécurité routière qui est basée uniquement sur le tout répressif. Et ça peut plus durer, parce que ça fait déjà longtemps que ça dure comme ça. Parce que le gouvernement ne fait pas ça pour rien. Il dit, avec cette mesure, on va sauver 350 à 400 vies. Bien sûr, mais si on roule tous à 50 à l'heure, il n'y aura plus aucun mort sur les routes. Donc à un moment donné, il faut peut-être aller aux priorités et changer de braquet. Là, les 80 km/h, pour nous, c'est une ineptie dans la mesure où c'est pas parce qu'on va descendre de 10 km/h que ça va changer les comportements, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, ce sont les comportements. Et puis cette mesure à 80 km/h, elle va porter un souci sur les routes, puisqu'à un moment donné, on va tous rouler à la même vitesse, camions, voitures, motos, autobus. Enfin, ça a un impact sur le freinage, sur la gravité de l'accident. Tout à fait, il faut savoir. Un camion, ça va déjà à 90. Alors, pardon ? Un camion, ça va déjà à 90. 80 sur ces voies-là. Et 90 les voitures, c'est quand même assez important. Là, le différentiel de vitesse pour doubler, il est quand même assez utile. Et notamment, il faut savoir qu'un camion ou un transport en commun, eh bien, ça a une distance de freinage beaucoup plus importante qu'une moto ou qu'une voiture. Et puis, quand vous êtes derrière un camion avec une moto ou une voiture, vous n'avez plus de visibilité. Donc, si vous roulez à la même vitesse, ça pose un problème. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Quand les gens vont vouloir doubler, ils vont se mettre en excès de vitesse, voilà, pour être en sécurité. Donc, mais ça, c'est qu'un détail, on va dire. Le problème, c'est la sécurité routière dans son ensemble. On a eu la chance d'avoir un nouveau gouvernement avec des gens jeunes. On s'est dit, youpi, et ça va changer. Des gens issus de la société civile. Bon, alors, effectivement, ce nouveau gouvernement va faire des choses. Alors, à chacun de juger si elles sont bonnes ou pas. Mais en tout cas, en termes de sécurité routière, on a gardé les vieux. Et puis on continue sur la même ligne. Donc, vous lui répondez quoi? On s'attaque au mauvais problème. Vous qui êtes un jeune député de La République En Marche. Non, je réponds que c'est déjà qu'une mesure, et effectivement qui est une mesure un peu emblématique, mais qui n'est pas tout le plan de sécurisation routière qui a été présenté par le Premier ministre. Il y a des mesures sur la lutte contre les comportements sous l'effet des stupéfiants, sous l'alcool. Il y a des mesures de sécurisation des piétons. Il y a des mesures aussi, même. Il y a des réflexions sur les bonus-malus pour les conducteurs vertueux. Vous savez qu'on est 37 millions, enfin, du coup je m'en exclus parce que je ne suis pas de ceux qui ont 12 points sur leur permis, mais il y a 37 millions de Français qui ont 12 points sur leur permis. Et l'idée, c'est de réfléchir à un bonus-malus. Mais pour revenir au fond du sujet des 80 km/h, il faut rappeler, et vous l'avez dit, que c'est toujours en France entre 3400 et 3600 morts par an,
que la vitesse, c'est le facteur causal d'un tiers de ces morts, c'est le facteur contributif de quasiment tous les accidents, et que les routes secondaires dont on parle, c'est 55% des accidents mortels. Donc la mesure qui est prise de régulation des 80 km/h, c'est de dire, ça permet peut-être, et on verra l'efficacité de la mesure dans les 2 ans. Ça peut être transitoire comme mesure ? C'est une mesure sur laquelle il y a une clause de revoyure à 2 ans. Mise en place 1er juillet prochain, revoyure 1er juillet 2020. Et quelque part, le seul critère de jugement de cette mesure, ce sera l'efficacité. A-t-on 300, 400 morts de moins par an ? A-t-on moins des 27 000 blessés avec des séquelles permanentes de moins que nous avons actuellement ? Il y a eu une expérimentation qui a été lancée entre 2015 et 2017. Certains sénateurs vous reprochent de ne pas avoir publié cette expérimentation, ces résultats. Une expérimentation qui a été lancée dans 5 départements, la Drôme, la Marne et un petit peu ailleurs, sur une durée assez courte, 2 ans, alors que scientifiquement, les expérimentations sur lesquelles le gouvernement communique sont plutôt de l'ordre de 5 ans, le temps d'avoir des résultats un peu tangibles. Mais sur les éléments qu'on a, le comportement, justement, a été, en tout cas le comportement routier, a été jugé plus vertueux, les vitesses moyennes ont diminué, et donc les petits résultats qu'on a nous montrent quand même un bénéfice de la mesure, mais pas suffisamment pour en tirer des conclusions générales. Jean-Marc Bellotti, vous croyez, Ghislain Fourisco, excusez-moi. Pour vous, est-ce que vous pensez que le gouvernement a raison de ralentir, va forcément causer moins d'accidents, moins de morts sur les routes ? Est-ce que vous croyez à l'efficacité de cette mesure-là ? J'estime d'abord que le gouvernement est particulièrement courageux parce qu'il s'attaque à un chantier, il risque l'impopularité. Et enfin, c'est déjà le cas, on va voir les sondages, 60% des Français interrogés sont contre. Je l'ai entendu, mais il y répond. Et en fait, il faut agir avec l'intelligence et arrêter de jouer avec les peurs, arrêter d'avoir des positions qui sont posturales. On est sur un sujet qui est sérieux, c'est sauver des vies. Ça, personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire, je l'entends bien, mais nous avons des modèles qui ont déjà été faits. On a le modèle Nielsen, on a le modèle Helvig. Ça a été confirmé par une analyse scientifique en 2013, Université lyonnaise, qui confirme la validité de ces travaux. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'en baissant la vitesse de 1%, on diminue le nombre d'accidents de 2% et le nombre de morts de 4%. Et on sait, par ces modèles qui sont des modèles scientifiques, qu'on va avoir une baisse de mortalité routière. Et on table sur du 10%. Alors effectivement, je l'entends bien, qu'on est arrivé à un niveau de décès sur la route, 3500 morts, c'est énorme. On sait que le précédent gouvernement de M. Manuel Valls voulait en 2020 2000 morts. Là, on peut jouer sur 300-400 morts en moins, plus toutes les mesures qui sont annexes. Et je trouve que... Jean-Marc Bellotti vous dit, on ne va pas pouvoir doubler les camions, tout le monde va aller à la même vitesse. Mais on est déjà tous à 80 s'endormir. km/h. Ouais. Non. Bon. En moyenne. Non. En moyenne. Et quand on va descendre la limitation à 80, on sera en moyenne à 75 km/h. Mais il faut arrêter de jouer avec ces peurs. Je répète, pour la bonne et simple raison, c'est que les comportements des automobilistes vont forcément s'adapter. Effectivement, il va y avoir, et je l'espère, des contrôles routiers qui vont aller aussi de l'avant parce qu'il va falloir que ces mesures soient respectées sur la route pour la sécurité de tous. Donc on peut espérer un changement de comportement. Et derrière les morts, il faut parler aussi des blessés. Alors 90 km/h, on apprend ça au code de la route. Distance d'arrêt entre le temps de réaction, distance de freinage, c'est 9 x 9. 81 mètres. 80 km/h, 64 mètres. 80 moins 64, c'est 17 mètres. 17 mètres, c'est pour un motard aussi. C'est ce qui peut éviter un drame. Ces 17 mètres aussi, c'est pour un cycliste. La route, elle est partagée. Allez-y, oui. Non, mais peut-être pour abonder dans ce sens-là, c'est vrai que toutes les mesures qui ont été efficaces ont été des mesures de rupture. Et toutes ont fait l'objet de l'opposition. Si on se remet dans un temps un peu lointain, 73, l'obligation de la ceinture de sécurité. 90, l'abaissement de la vitesse en agglomération à 50 km/h. 92, le permis à points, etc., etc. Plus récemment, les 80 km/h qui sont passés à 70 sur le périphérique parisien. Les gens s'accoutument d'abord, et ensuite change de comportement. Et ça, c'est très factuellement vérifiable. Donc cette mesure de rupture qui est proposée, encore une fois, elle sera efficace ou pas, dans les 2 ans ou pas, mais en tout cas, je pense que sur le principe, elle vaut la peine d'être essayée, parce que
400 vies ou 350 vies par an, c'est absolument tout sauf regardez négligeable. ce qui se passe en Europe, là, sur le réseau secondaire, justement. On va voir ce qui se passe. Eux, ils sont très au-dessus, hein, nos voisins européens. Ils sont restés, vous voyez, 96 au Royaume-Uni, 90 en Espagne. Autre exemple, au Danemark, par exemple, où là, au contraire, ils augmentent la vitesse sur le réseau secondaire. On va voir ça avec Antoine Bourdarias. Sur cette route danoise, les panneaux ont été changés. À l'inverse de la France, ils affichent désormais 90 km/h contre 80 auparavant. Une expérience menée depuis 3 ans sur une quinzaine de routes secondaires. Et cette augmentation de la vitesse n'a pas entraîné une hausse des accidents. Au contraire, depuis ce test, ils sont même en baisse de 11% et le nombre de morts de 13%. Une sécurité routière à contresens, loin de déranger les automobilistes. Ce sont des routes sans carrefour dangereux, sans enfants qui traversent. Ce sont des routes droites. Moi, je suis pour. Au volant, vous êtes un peu plus détendu parce que le trafic est simplement plus fluide. Le but de cette expérimentation, éviter les ralentissements inutiles. En fait, les autorités danoises ont préféré mettre l'accent sur la qualité de la route et les marquages au sol. Tout en augmentant la vitesse, on a investi 5 000 € par kilomètre pour améliorer la sécurité. Comme ces glissières, regardez qu'on a installé partout sur les côtés, et puis ces bandes larges au milieu de la chaussée qui émettent un signal sonore quand vous déviez de votre trajectoire. Quant au radar, il est bien difficile d'en trouver sur les routes danoises. Où est-ce qu'on pourrait filmer un radar automobile ici ? Je ne sais pas. Peut-être plus loin dans ce sens ou dans l'autre. Mais à combien de kilomètres ? Au moins 300, 400 kilomètres. Avec seulement 10 radars automatiques installés sur leur territoire, les autorités danoises considèrent que la vitesse n'est pas une cause d'accident. Elles veulent au contraire éviter les dépassements rapides et le non-respect des distances de sécurité. On a 90 km/h, pas de radar, une baisse des accidents. Est-ce que la clé de tout ça, c'est pas la qualité de la route ? C'est ce qui a été évoqué. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, monsieur ? Bien évidemment. Voilà, enfin, des gens qui réagissent un peu intelligemment. Parce que le problème aujourd'hui en France... Alors, il y a aussi, on est au Danemark. Hein. Oui, bien sûr. Pas les mêmes mais habitudes. Aujourd'hui, en France, on est dans le tout répressif. Il y a un arsenal monumental qui est mis en place pour faire la chasse aux automobilistes, entre les radars fixes, entre les voitures chargées de technologie, là, pour faire pour poursuivre les soi-disant délinquants de la route qui sont des citoyens comme les autres. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Il faut peut-être trouver d'autres solutions. Il y en a des solutions. Mais c'est facile de baisser la vitesse à 80 km/h. Quand on parle du comportement, moi je me demande encore pourquoi la sécurité routière, elle n'est pas abordée dans les écoles, dans le continuum éducatif, dès la plus petite enfance, jusqu'à très loin. Voilà. Ça, c'est une solution. Parce que si on veut changer les comportements, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi dans les autres pays, ça se passe mieux, ils ont moins de morts que chez nous? Pourquoi chez nous, on n'y arrive pas? Nous, on n'arrive pas à descendre. Encore une fois, de ces 3500 morts, on n'arrive pas à descendre en dessous. À c'est peut-être arrivé un petit peu au bout. Les infrastructures routières, vous savez qu'il y a environ 800 personnes qui se tuent sur du mobilier urbain, tous les ans. La formation, 600 jeunes qui se tuent par an. Est-ce que les routes sont toujours bien entretenues ou pas en France? On a l'impression, quand on est automobiliste, que non. Position en Europe, que les trous, les nids de poules, etc. Mais ça coûte un peu de sous. Regardez les glissières de sécurité. On va parler que de ça. Parce que là, on ne va pas parler que pour les motards, on va parler de tous les usagers, parce que c'est tous les usagers qui sont excédés. Les glissières de sécurité, ça fait des années qu'on demande à ce qu'elles soient dédoublées. Parce que nous, pour pas faire l'effet guillotine. Voilà, les guillotines à motards. Là, il y a des dizaines de motards qui décèdent tous les ans sur ces glissières de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est pas mis en place. Il y a tout un tas d'infrastructures qui sont encore pas mises en place. Quand on parle, par exemple, mais nous, ce qu'on reproche à la sécurité routière, c'est de mettre en place des mesures pompe à fric. Voilà. Ça fait des années qu'on demande la baisse de la TVA pour les deux roues motorisées sur l'équipement. Vous savez que quand vous allez acheter un hamburger, vous allez payer 5% de TVA. Et bien moi, quand j'achète mon casque, je paye 20%. Vous parliez tout à l'heure de la progression, du progrès qui a été obtenu grâce aux ceintures de sécurité. Mais ça, ce sont des bonnes mesures. Les ceintures de sécurité comme étant des mauvaises mesures privatives de liberté embarquée dans les voitures. Toujours se remettre un petit peu dans le contexte de... Alors, réponse de Jean-Marc Djebari. Encore une fois, vous êtes aux affaires que depuis 7-8 mois. Hein. On ne va pas non plus... Non, mais j'entends. On a déjà 2 points d'accord. Le premier point d'accord, c'est sur la qualité des infrastructures. Il y a eu une impasse budgétaire, il y a eu un sous-investissement, notamment
dans l'entretien, la régénération des réseaux secondaires. On s'en est saisi. Vous savez qu'il y a la loi mobilité qui va porter un certain nombre d'améliorations. On va consacrer 600 à 700 millions d'euros par an. En ce moment, c'est terrible. En régénérant les routes, c'est dans un non, mais bien état, sûr, le réseau secondaire a été quelque part le parent pauvre du réseau routier français. On a préféré faire des autoroutes concédées, rentables, bien entretenues. Ça, c'est un premier sujet, d'accord. Deuxième sujet, d'accord, c'est les formations. Et vous avez raison. La formation où on reçoit une bonne fois pour toutes le permis de conduire avec, il faut dire, un niveau de compétence qui est quand même relativement faible et après plus jamais rien de façon récurrente ou très peu, pas de contrôle médical, pas de contrôle de compétences, etc. etc. C'est vrai que ça paraît un peu suranné. Le point de désaccord qu'on a, c'est que fondamentalement, la sécurité routière, c'est évidemment les infrastructures, c'est évidemment la réglementation qu'on met, et c'est le comportement. Et si on prend l'exemple danois, je le disais hors antenne, mais dans le métro allemand, vous n'avez pas de tourniquet et tout le monde paye. Vous voyez que ce comportement-là, c'est pas le comportement. Et donc ces pays-là, évidemment, n'ont pas le même rapport à la loi, n'ont pas le même rapport à la transgression, et donc il faut adapter aussi. Donc il faut une législation pour les latins et une autre pour les Non, mais il faut une législation pour les Français qui correspond au comportement des Français et qui essaye de les inciter à être plus vertueux. C'est ça aussi le but d'une bonne réglementation ou d'une bonne fiscalité. On voit que ça ne marche pas pour l'instant, puisqu'on n'arrive pas à descendre. Vous voyez bien qu'on met toujours... En tout cas, on arrive à remonter. On met toujours de plus en plus de répression. On était descendu à 3400, là on est remonté à 3600. On est en train de développer des armes de guerre contre les usagers de la route. Ce qu'on fait sur les téléphones portables, ce qu'on fait contre... C'est d'accord, les téléphones portables. Non, mais c'est pas tout. Ça veut dire que la mesure... Le téléphone portable, c'est dangereux. Nous motards, on le sait tant mieux, parce que quand on voit une mais ça fait partie du plan de sécurisation qui est mis à l'avant la personne au téléphone. Les téléphones portables, l'alcool, les stupes, tout ça, on sait que c'est dangereux. Et c'est dans le plan. Je ne dis pas que tout est mauvais. Non, bien sûr, mais je par contre, le continuum éducatif, il faut le mettre en place, mais très rapidement. Mais pourquoi ce n'est pas encore fait? Tous nos enfants qui sont à l'école actuellement, tous nos enfants seront plus tard des usagers de la route, pour le loisir, pour le travail, etc. Tous pratiquement. Pourquoi ce n'est pas intégré à l'école? Et là, effectivement, ça va rentrer dans les têtes, parce que dès le plus jeune âge, ça rentre beaucoup mieux dans la tête. Je crois qu'il y a l'école, et effectivement, et puis il y a une forme de formation continue adaptée pour tout conducteur. Moi, mon métier, c'est pilote de ligne à la base, avant d'être député. Et on est, alors c'est pas tout à fait comparable, mais on est contrôlé tous les 6 mois. Et alors même que c'est des métiers techniques. C'est pas tout à fait le cas pour les chauffeurs de car, je crois aussi. C'est le cas pour les chauffeurs de car, c'est pas beaucoup le cas pour les taxis et pour les VTC, et c'est pas du tout le cas pour les conducteurs que nous sommes lambda finalement sur les routes. Alors après, je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une surenchère du test. Mais c'est pas tout à fait normal que le contrôle non mais la sécurité, c'est aussi le contrôle des compétences, et on peut faire des choses avec les nouvelles technologies. On peut faire des rafraîchissements qui sont pas lourds, qui sont pas forcément contraignants, et qui nous rappellent un peu ce qu'on doit. Mais vous répondez quoi à tous ces automobilistes et à monsieur aussi qui disent voilà, on nous prend un peu pour des vaches à lait. Et puis, on en a marre de tout ça, de toutes ces restrictions. Regardez, par exemple, le sujet de Mathilde Boudémy. C'est un vent de colère qui souffle chez les automobilistes. Dans leur viseur, des mesures et une succession d'augmentations de tarifs, leur laissant le sentiment de se faire plumer. Principale raison de leur grogne, le passage à 80 km/h sur les routes secondaires. Pour beaucoup, il s'agit d'une mesure inefficace et même d'un impôt déguisé. C'est juste pour prendre du fric, pour les amendes, pour nous verbaliser encore plus. Déjà 90, on se fait arrêter pour rien. 92, on est des grands bandits parce que 95, on se fait allumer. Non, ras-le-bol. Et cette mesure fait bondir les responsables d'associations, des motards et des automobilistes. C'est la recette miracle pour faire jackpot et remplir les caisses de l'État d'environ un petit milliard d'euros par an. Alors certes, on aura toujours du côté de l'État l'argument de la sécurité derrière, mais si cela ne porte pas ses fruits, à quoi ça sert de vouloir une nouvelle fois taper sur les usagers de la route ? Car les usagers de la route se considèrent comme les grands perdants de ce début d'année. Ils ne digèrent pas la nouvelle envolée des prix des péages et des amendes de stationnement. À Paris et à Lyon, leur prix a été multiplié par 3. Mais leur grogne se porte également sur la hausse des prix du carburant et des assurances. Nous sommes un peu des vaches à lait, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Et dans ce contexte, une précision ne passe pas inaperçue. La Cour de cassation vient de spécifier que sur la route, l'usage du téléphone est interdit, même à l'arrêt. Voilà, nous sommes des vaches à lait. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces automobilistes? Non, je dis que sur les amendes, ce n'est pas tout à fait un bon argument, puisque le produit des amendes est reversé à l'Agence de financement des infrastructures de transport. Donc il y a une forme quand même de continuité. Le produit de l'amende paye la régénération, l'amélioration des infrastructures. Et le deuxième élément... Et là, avec la technologie, il y a un boom de perception des PV. Et sur les 80 km/h, le surplus des amendes qui serait perçu serait affecté à un fonds d'indemnisation des victimes de la route. Donc là, l'argument amende, il ne fonctionne pas tout à fait. Pas pompe à fric. Non, et pas pompe à fric. Et d'une manière générale, sur la fiscalité, on peut en parler, essence, diesel, il y a un choix assumé du gouvernement de
fiscaliser plus les énergies fossiles, le diesel, l'essence, pour favoriser les énergies renouvelables, les voitures hybrides, l'électrique. Ça, c'est l'engagement environnemental qu'on a pris. C'est assumé. Et c'est là que cette transition-là, elle se fait par les usages, et les usages dépendent des modes de consommation. Alors évidemment, c'est douloureux pour tout le monde, un peu, mais c'est quelque part prévoir un peu l'avenir, accompagner les transitions. Vous assumez d'être impopulaire ? Alors, pas tellement d'être impopulaire, parce qu'on a aussi des mesures qui permettent, et là ça a été mis en place cette année, de convertir beaucoup plus facilement nos véhicules fossiles à des véhicules électriques ou à des véhicules d'occasion, mais plus récents qui consomment avec des moins. Systèmes de bonus. Avec un système de bonus, c'est 1 000 € par ménage et c'est 2 000 € si vous n'êtes pas imposable sur le revenu pour convertir votre véhicule en un véhicule moins polluant. Donc, notre politique, c'est un peu celle-là, c'est dire qu'on a une vision pour l'avenir et on veut un monde décarboné, et on met en place les dispositifs qui permettent de changer nos usages. Et ça, je pense qu'ils sont tout à fait responsables. C'est un autre débat, mais à condition de considérer que les véhicules électriques sont vertueux. Non, mais ça, il y a des débats technologiques sur la production. C'est un autre débat. Puisqu'on en parle. Non, bien sûr, mais on vous a pas beaucoup entendu, Ghislain Et alors, Fourisco. par ailleurs, les économies. Exactement, il faut quand même aborder cet aspect-là. C'est un peu regrettable, la question des 80 km/h qui soit abordée juste sur la question de la vitesse, mais aussi les économies que ça va générer pour tous les Français. On va avoir forcément des véhicules qui vont aller moins vite, donc qui vont consommer moins. On a un litre d'essence qui a considérablement augmenté, quasiment pris 5 ou 6 centimes d'euros. On sait que les véhicules ils vont consommer moins, donc là on fera des économies. On sait qu'il y aura moins d'accidents, donc moins de sinistres. Et quand il y aura des sinistres qui vont coûter normalement beaucoup moins cher. Donc là aussi on peut espérer à quelques mois, quelques semaines ou quelques années une baisse au niveau des cotisations d'assurance. Jean-Marc Bellotti, on peut aussi limiter à 50. L'augmentation du prix de l'essence, vous justifiez la baisse de la vitesse par rapport à l'augmentation du prix de l'essence. Par contre, on peut mettre des chiffres un peu précis. Les 80 km/h par rapport à 90, c'est 120 € de carburant économisé chaque année. Et c'est 30% d'émissions de CO2 en moins. Vous nous mettez pas tous à 50 à l'heure ? Non, mais vous savez, c'est ce que j'explique. Non, mais si on peut partir là. Vous savez quelle est zéro à l'heure et en marche. Vous savez quelle est la cause de mortalité ? Quelle est la cause de mortalité sur les autoroutes ? La première cause de mortalité, est-ce que vous la connaissez ? Ça va être la vitesse, l'alcool ? Non. Vous la connaissez ? Je le connais, oui. Allez-y. C'est l'endormissement. Somnolence. C'est la somnolence. Voilà, parce qu'à un moment donné, on a des voitures technologiquement de plus en plus performantes au niveau du confort, au niveau de tout ce qui s'allume tout seul là-dedans. Et ben, les gens, ils s'emmerdent dans leur voiture. Ils sont à 130. Et alors, ils attendent. Le conducteur devient quelqu'un de passif. Donc, manque d'attention. Alors, il s'endort, ou alors il prend son téléphone. Au mieux, il téléphone. Au pire, il passe des textos ou il lit ses mails. Sur les routes à 80 km/h, c'est un peu ce qui va se passer. Un motard, ça peut respecter le 80. Franchement, en moto, 80 sur une route secondaire, c'est compliqué. On peut. Ouais. Mais on va tomber de nos motos. Hein. Mais non, mais on peut bien sûr le respecter. Une moto, c'est comme une voiture, ça peut rouler à 20, 30 à l'heure. Mais c'est complètement ubuesque. Mais objectivement, on ne voit pas un deux roues qui attend derrière une voiture gentiment pour respecter Alors déjà, il faut savoir que à l'époque, quand on passait le permis, il y a quelques années, on nous disait dans les moto-écoles, une moto, et c'est la vérité, c'est comme ça que ça doit se passer, une moto, pour être en sécurité, doit toujours être au-dessus du flux des autres véhicules, pour être en sécurité. Une moto, quand elle est enfermée dans le flux des véhicules, elle est en danger. C'est pour ça qu'on a demandé la circulation interfile, et qu'on a obtenu d'ailleurs, enfin une expérimentation. Nous, on l'expérimente depuis plus de 40 ans. Ouais. Quand une moto est dans la file entre deux voitures, quand il y a un freinage d'urgence et que le gars derrière il s'arrête pas, vous êtes pris en sandwich. Et notre visibilité est atténuée. Par contre, quand on est entre les files, notre visibilité elle est beaucoup plus grande, plus importante, et surtout on peut intervenir beaucoup plus rapidement. Voilà. Sur les routes secondaires dont on parle, en général, c'est les routes effectivement bidirectionnelles sur lesquelles les motos circulent plutôt sur la partie gauche, en dépassement, etc. Donc on n'est pas tout à fait dans le cas de l'interfile que vous décrivez. On ne peut pas doubler à partir du moment où si on mord la ligne blanche, on est en infraction. Ouais, vous avez une accélération aussi beaucoup plus importante qu'une voiture. Une accélération beaucoup plus importante, oui, bien sûr. Emmanuel Macron était contre, d'ailleurs, ces 80 km/h au départ. Ça ne faisait pas partie de sa campagne présidentielle. Il était plutôt contre. C'était une mesure qui a été effectivement proposée par le comité interministériel de sécurité routière, sur des bases aussi scientifiques qui ont été apportées par le Comité national de la sécurité routière. Donc c'est une mesure de sécurité qui est proposée, encore une fois une mesure qui nécessitera évaluation et qui ne sera pérennisée que si elle est réellement efficace. Mais est-ce que vous sentez quand même monter la grogne des gens, des automobilistes ? On l'a vu dans les sujets là. Il y en a marre, on est la vache à lait et tout, et ils additionnent.
tout ça. Mais Ça commence à... Est-ce que vous avez déjà des niveaux d'alerte un peu qui disent « Ouh là là, attention, il ne faut pas trop embêter les gens non plus ». Je crois que notre travail, et c'est ce que nous on fait en circonscription et d'une manière générale partout où on va, c'est de ne pas faire la confusion des sujets. Ne pas faire la confusion d'un sujet fiscal sur lequel on peut parler effectivement de développement durable, avec un sujet de sécurité, avec un sujet de choix sociétal. Non, mais je ne sais pas s'ils le font. En tout cas, peut-être que concaténer des reportages comme ça peut effectivement créer cet effet de confusion ou de grogne généralisée. Mais il faut prendre sujet par sujet. Il y a des sujets sur lesquels on a raison, il y a peut-être des sujets aussi sur lesquels il sera prouvé qu'on a tort et on corrigera. Mais dans tous les cas, il faut prendre sujet par sujet, essayer de traiter le fond et essayer de voir si les mesures qui sont prises sont efficaces. La confusion des sujets, ça ne fait que... Oui, on est bien d'accord, là on traite le sujet de la sécurité routière. La seule question qu'on se pose, nous, usagers de la route, automobilistes ou motards, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce que cette spirale va s'arrêter ? Je reprenais ce que vous disiez sur les 50 km/h. D'autres mesures. On va à zéro. Mais encore une fois, vous êtes jeune, dynamique. Arrêtez d'être sur les vieux codes. Je peux vous les décliner, ces mesures. Et on en a parlé un petit peu, les différentes mesures sur la plus grande sévérité sur les conducteurs en situation de récidive, avec du stupéfiant, avec de l'alcool, avec du téléphone au volant, etc., etc. Ces mesures-là, elles existent. Elles sont, je crois, des mesures tout à fait adaptées. Alors pourquoi avoir mis les 80 km/h et pourquoi encore une fois, continuer sur les vieux codes. Pourquoi Est-ce que vous assumeriez, vous, aujourd'hui, de ne pas faire les 80 et pour sauver des vies, plutôt que Monsieur Bellotti, si les 80 km/h, ça sauve effectivement 400 vies, comment vous, dans 2 ans, vous revenez nous voir... Non mais si dans 2 ans, ça sauve 400 vies, comment vous revenez nous voir en nous disant, il y a 2 ans, j'avais défendu une mesure totalement inverse ? Encore une fois, toutes les mesures de rupture, elles ont été faites. Les mesures de rupture en termes de sécurité routière, elles ont un peu été faites. Vous ne prenez pas d'autres mesures l'opinion de chacun. Qu'on préconise au CNSR. Toutes ces mesures de sécurité. Elle siège au CNSR. Donc le CNSR, Conseil national de sécurité routière. Le CISR a pris ses décisions sans... et les préconisations du CNSR, ils se sont copieusement assis dessus. Donc on préconise des choses au CNSR. Mais vous ne les entendez pas. Pourquoi, par exemple, avoir pris cette mesure du 80 km/h ? Pourquoi ne pas avoir pris d'autres mesures ? Pourquoi, encore une fois, on a pris d'autres mesures, et encore une fois, il y a une clause de revoyure sur cette mesure-là. Et encore une fois, le juge de paix sera l'efficacité. Mais il y a une autre mesure dont on voulait parler. Une autre mesure qu'on a appris aujourd'hui, que maintenant téléphoner à l'arrêt sur le bas-côté sera aussi passible d'une amende. Regardez ce sujet, Ludovic Romanin, et on répondra juste après. Parfait. Cet automobiliste est garé sur une aire de livraison. Portable dans les mains, il prend le temps de répondre à un SMS. D'après le code de la route, il est en infraction. Je pense que la sanction est un peu très sévère quand même. Je pense qu'ils n'ont pas tort aussi, parce que bon, c'est vrai qu'à un moment, il faut que les gens soient un peu plus vigilants aussi avec le téléphone au volant, et peut-être qu'à l'arrêt, c'est vrai que ça peut causer des problèmes, c'est vrai. La Cour de cassation a rappelé que l'usage du téléphone est interdit au volant, même si le moteur de la voiture est éteint. Ils ont confirmé la verbalisation d'un automobiliste qui s'était arrêté sur la voie de droite d'un rond-point. Une décision logique pour la sécurité routière. On ne peut pas téléphoner quand on est en circulation. Être en circulation, ça ne veut pas dire être en mouvement. Vous pouvez être arrêté à un feu, vous êtes en circulation, même si vous n'êtes pas en mouvement. Vous êtes garé un petit peu mal au bord de la route, arrêté pour téléphoner, vous êtes en circulation. Interdit donc d'utiliser comme ici son téléphone au feu rouge, ou en étant garé en double file, ou encore sur le bas-côté de la route. L'amende prévue est de 135 € et 3 points de moins sur le permis de conduire. Seule solution, se garer comme ici, sur une place de stationnement matérialisée. Les juges toutefois font une exception, et une seule, lorsque la voiture tombe en panne. On considère là, effectivement, que l'usage du téléphone répond à une nécessité dans l'intérêt de l'automobiliste. En 2019, les sanctions vont se durcir. Commettre une infraction au volant tout en ayant un téléphone portable à la main sera puni d'une suspension immédiate du permis de conduire. Bon, est-ce que là, le gouvernement ne va pas un peu trop loin ? Sur quel sujet ? La circulation Sur le téléphone portable qui est passible d'une amende aussi. Le téléphone portable, et c'est des chiffres encore une fois qui parlent et je crois qu'ils sont assez significatifs, 5 secondes d'inattention à 50 km/h, c'est 70 mètres de parcouru. Et honnêtement, quand vous regardez votre téléphone portable, que vous ouvrez un texto, ça fait bien 5 secondes. Et c'est 180 mètres à 130 km/h. Donc c'est un des éléments de division de l'attention qui est le plus accidentogène quelque part. Donc dire que, effectivement, quand vous utilisez
votre téléphone portable et que vous commettez une infraction du type, vous oubliez de mettre votre clignotant, vous mettez réellement les gens en danger, et de dire que pénalement ou simplement sur le plan de l'infraction, ça peut aller jusqu'au retrait ou suspension du permis et au retrait du véhicule, je crois que c'est tout à fait en accord avec la dangerosité. Qu'est-ce qui reste permis d'ailleurs en matière de téléphone portable? C'est uniquement les kits connectés, c'est ça? Et puis surtout que le véhicule ne soit pas en mouvement. Donc, le véhicule à l'arrêt, stationné, là on peut Mais on peut encore téléphoner avec un il faut avoir les deux mains sur le volant. Il faut tenir le volant à deux mains. Donc, et toujours être maître de son véhicule et être attentif. Alors là, on parle de choses, de choses différentes. Parce que, par exemple, là, effectivement, quelqu'un qui s'arrête sur un rond-point pour téléphoner, bon, c'est pas le fait qu'il téléphone, c'est le fait qu'il soit arrêté en plein milieu d'un rond-point. Une circulation. C'est dangereux, on est bien d'accord. Maintenant, téléphoner en voiture, oui, c'est dangereux, on le sait. Mais ce que vous êtes en train de mettre en place, là, réduire de plus en plus les vitesses, les gens ils vont téléphoner de plus en plus. Comme ils s'ennuient dans leur voiture, comme ils sont passifs, regardez le nombre de gens qui téléphonent en ville. Politique particulière. Non, mais regardez le nombre de gens qui téléphonent en ville. Il y en a pas mal, des gens qui téléphonent en ville, parce que ça roule doucement. Mais c'est très dangereux, effectivement. Si on va au bout de votre raisonnement, il faut la voiture autonome, pratiquement. Non, surtout pas. On va un peu vers là. Si, les trains-trains, les voitures qui suivent, et le conducteur ne fait plus rien. À un moment donné, il faut juste laisser les gens circuler correctement, normalement. Encore une fois, pourquoi dans notre pays ça se passe bien, pourquoi chez nous ça se passe mal? Tout est encore une fois une question de comportement. Bon, alors après, quant à la surenchère, par rapport au téléphone portable, de la surenchère de la punition, bon, ça va monter. Mais de toute façon, c'est un des facteurs principaux d'accidents corporels en zone urbaine. Donc la punition, elle soit forte ou pas forte, c'est pareil. Il y a une explosion de l'usage du téléphone portable au volant, une explosion. On l'a dit, 5 secondes, c'est 50 mètres parcourus, 70 mètres parcourus. Il faut se demander en zone urbaine de l'utilisation. Parce que simplement les usages. On n'avait pas de téléphone portable il y a 10 ans, on en a, on l'utilise, on est sollicité tout le temps. On en a depuis longtemps. Pas à ce point-là. Non mais d'accord, mais l'usage du téléphone portable, du smartphone connecté en permanence, on regarde des vidéos, etc. C'est en explosion permanente. Mais question, on a un kit prévu dans la voiture, constructeur, etc. C'est aussi une inattention de téléphoner. Et pourtant, on a le droit, si on a les deux mains sur le volant. Oui, mais c'est un petit peu différent, effectivement, d'avoir votre Bluetooth connecté, votre téléphone, quelque part, qui parle à travers le système audio de la voiture, que d'avoir soit des oreillettes qui vous, quelque part. La hausse des PV, ça, c'est quoi? C'est pompe à fric ou pas? Vous me dites non parce que ce sera reversé, etc. Mais vous comprenez que les Français soient énervés? Je comprends, parce que déjà, je prends des PV et on m'en tire des points quand je fais des infractions. Vous n'avez plus vos 12 points non plus. Exactement. À 8, péniblement. Le stationnement, effectivement, je pense il faut voir les deux choses. En zone urbaine, on manque de places de stationnement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois on passe 20 minutes à chercher une place. Donc il faut à la fois sanctionner effectivement ceux qui contreviennent à la loi, quelque part, et chercher des possibilités de stationnement en souterrain ou ailleurs qui créent un petit peu cette offre qui est un petit peu rare et manquante, c'est vrai. Les deux à la fois. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir ce samedi soir. On rappelle que ces 80 km/h entreront en vigueur le 1er juillet prochain. Merci à vous. Tout de suite, l'info continue sur lcsi.fr.